Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de cette Afrique, bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui dans un nouveau numéro de votre émission La Cour des Grands. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Hamidou Dat. Hamidou Dat, je le rappelle, il est professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur de mathématiques. Il est professeur donc de mathématiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également il est le directeur général de l'école doctorale de mathématiques à l'UCAD. Également, il est le président du parti Crédit qui est le cadre de réflexion pour un développement intégral. Monsieur Dat, bonjour. Bonjour, Monsieur Sow. À la suite de cette présentation, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, une ou deux fonctions. Je dirais aussi bonjour à toute l'équipe de cette Afrique et vous exprimer tout le plaisir que j'ai à venir ici m'entretenir avec vous. La fonction que je rajouterai, c'est vous dire que je suis directeur du Centre Afrique de l'Ouest, d'une unité mixte internationale de recherche qui s'appelle UMISCO. UMISCO veut dire Unité mixte de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes, qui est une unité de recherche internationale en partage avec l'IRD et Sorbonne Université, l'UCAD, l'UGB et d'autres universités africaines et asiatiques. Et je suis aussi membre d'un réseau qui s'appelle INGASA, International Network Government Science Advances. C'est donc un réseau de scientifiques qui sont censés apporter des conseils scientifiques au gouvernement. Voilà. Monsieur Dat, tout ceci dit prouve quand même que vous êtes un scientifique d'une carrière internationale africaine d'abord. Nous vivons, vous le savez, vous et moi, les autres également, que le contexte, c'est le Covid-19 actuellement qui est en train quand même de se propager dans le monde. Aujourd'hui, est-ce que la réponse africaine par rapport à la science, elle existe? Oui, je pense que cette réponse, elle existe. Je parlerai peut-être plutôt de la réponse des scientifiques sénégalais ou juste peut-être des mathématiciens sénégalais, je m'appesantirai. Et je pense que vous avez bien fait de poser cette question parce que je pense que le Covid, au-delà d'être une crise sanitaire, a été quand même un défi pour toute la communauté scientifique internationale. Et comme vous savez, dans une crise internationale, dans une crise sanitaire comme celle-là, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord le niveau des stratégies de lutte et des stoppages de la vague épidémique. Il y a le niveau des traitements qui inclut les médicaments, les vaccins. Et il y a le niveau aussi socio-économique qui inclut les plans de résilience économique et sociaux. Et donc les mathématiques en tant que telles interviennent dans chacun de ces trois niveaux. Parce que, comme vous le savez, les mathématiques sont une discipline transversale. Elles interviennent aussi bien dans les stratégies de lutte, elles interviennent aussi bien dans les médicaments, les vaccins, tout ça, il y a des mathématiques dedans, aussi, ça intervient aussi. Elles sont transversales, les mathématiques, aussi, on ne les sent pas dans le contexte actuel. Oui, c'est ça, je vais en venir. Je veux dire, les mathématiques sont partout dans ces trois domaines que je viens de citer, dans ces trois étapes. Mais les mathématiciens en tant que tels, ils interviennent plutôt au niveau de la première étape, c'est-à-dire au niveau des stratégies de lutte. Parce que vous savez, une maladie ou l'étude d'une épidémie, mais c'est rien d'autre que la propagation d'un agent infectieux dans une population donnée. Mais ça, c'est un problème éminemment mathématique, c'est un problème purement mathématique. Comment un agent infectieux se propage-t-il dans une population donnée? Ça, c'est un problème de système dynamique. Il y a une partie des mathématiques qui s'occupe de ça, qui s'appelle les systèmes dynamiques, qui consiste à modéliser un système et à comprendre comment cette propagation se fait. Donc les mathématiciens sont beaucoup peut-être plus utiles, au-delà du fait que les mathématiques interviennent partout, les mathématiciens en tant que tels sont plus utiles au niveau de comprendre comment cette épidémie se propage. Alors, de manière concrète et spécifique au Sénégal, est-ce que les mathématiciens sénégalais se sont penchés quand même sur la situation et l'évolution de la maladie? Oui. En tout cas, au niveau de l'UMISCO, l'unité dont je te disais là tout à l'heure, dont je suis le directeur Centre Afrique de l'Ouest, l'unité mixte de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes. Pour ce qui est du cas de l'antenne de Dakar, je pense que la COVID a été avant tout, nous a donné avant tout un sujet de réflexion, un sujet de travail
assez passionnant pour nous, pour nos chercheurs, pour nos doctorants. Et nous avons travaillé là-dessus. Nous avons fait plusieurs publications, sont sorties, 2, 3 ou 4. En tout cas, beaucoup de publications ont été faites sur l'étude de la propagation de cette maladie pour le cas du Sénégal. Et je pense que, comme j'ai dit, comme tous les mathématiciens du monde, nous avons fait des modèles. Parce que partout, les mathématiciens du monde, ils ont développé des modèles. Et il n'y a que 2 catégories de modèles dans ce cadre-là. C'est soit les modèles de Kermack et Mackendrick, nous en avons fait pour le cas du Sénégal, soit aussi des modèles de Ferguson, qui sont des modèles un peu informatiques, et nous en avons fait aussi. Et pour le cas un peu des modèles mathématiques, comme je dis, les modèles de Kermack et Mackendrick, ce qu'on appelle communément les modèles SEAIR, qui sont censés comprendre la propagation, mais évidemment, on a fait des publications, on a fait des préprints que nous avons envoyés nous avons déposés dans des plateformes. Si je vous comprends bien, vous avez fait bien votre devoir, qui était de faire des recherches et de publier. Aujourd'hui, est-ce que les États, l'État tel que l'État du Sénégal est venu vers vous pour essayer de voir le fruit de vos réflexions? Bon, je dirais que non. La réponse est non. Parce que en réalité, nous, on reste au niveau académique. C'est-à-dire que les recherches que nous faisons, ce sont des recherches qui restent au niveau académique. C'est-à-dire que nous n'avons pas vocation à donner des consignes de politique de santé. Ça, c'est du ressort du ministère de la Santé, c'est du ressort des politiques. Par contre, nous, ce qui est de notre ressort, c'est que nous sommes à un niveau académique, c'est réfléchir, c'est trouver, c'est comprendre un phénomène. Et ça, nous l'avons fait. Et nous avons, par exemple, calculé ce qu'on appelle le coefficient de reproduction de la maladie, de l'épidémie. Si vous voyez, c'est en combien de temps, si vous savez le fameux R0, que presque tout le monde calcule dans tous les pays, qui est une moyenne de propagation, par exemple, combien, ça veut dire rapidement une personne infectée durant sa période d'infection, combien de personnes elle va encore infecter. Donc, ça dit que nous avons fait ces calculs. Je ne sais pas, professeur, si vous me permettez quand même, si vous, en tant que technicien en tout cas d'un phénomène donné, si vous faites des réflexions et que les décideurs n'ont pas les conclusions, sinon ne prêtent pas attention à ces conclusions-là, finalement, est-ce que ça sert à quoi les conclusions que vous tirez? Oui, c'est vrai. J'allais dire, par exemple, on a calculé ce coefficient de reproduction, nous avons calculé le taux d'immunité collective qui s'en déduit automatiquement, à partir de quel taux d'infection on va considérer que l'épidémie va s'arrêter, parce que les lois mathématiques protègent une partie de la population. Vous n'avez pas besoin que toute la population soit infectée pour que l'épidémie s'arrête d'un point de vue épidémiologique. Il y a un pourcentage d'infection. Si on arrive à ça, on arrive à ce qu'on appelle un taux d'immunité collective. La durée estimée de cette première vague, nous l'avons aussi fait dans quelques-unes de nos publications, et ainsi de suite. On a fait beaucoup de choses. Alors là, la question que tu poses, effectivement, je pense qu'en tout cas, le conseil scientifique, ceux qui sont censés être autour des décideurs, du président de la République ou du ministère de la Santé, ou etc., pour donner les conseils, j'imagine certainement qu'il est entouré d'un conseil scientifique. Alors moi, je pense qu'il aurait fallu peut-être qu'il y ait, en tout cas, une commission qui va être... Parce que le niveau académique, les recherches académiques, d'abord, nous n'avons pas vocation à avoir les outils concrets auxquels peuvent aboutir nos recherches. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les recherches académiques, quand je dis que nous, nos recherches restent d'un point de vue académique, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que nous ne sommes pas là pour répondre à des questions immédiates, à une demande immédiate. Nous sommes là pour comprendre un phénomène. C'est des recherches. Voilà, sur des recherches globales. Nous avons la plus-value de ne pas s'intéresser tout de suite à des réponses, à des demandes immédiates. Mais la deuxième chose, quand on est d'un point de vue académique aussi, c'est qu'une fois que tu sais que toi, tu n'es pas là pour répondre peut-être à une demande immédiate,
mais tu peux quand même développer tes recherches et essayer de répondre à des questions, comme je t'ai dit là, le taux de reproduction, l'immunité collective atteinte, la durée estimée, etc. Alors, maintenant, cette commission, je termine juste là, la commission, le temps, il faut le gérer aussi. Oui, justement, il devait y avoir peut-être une commission de lecture, de synthèse de la littérature scientifique mathématique. S'il y avait régulièrement une commission peut-être au niveau de ce conseil qui était chargée de voir ce que les universitaires produisent. Parce que comme j'ai dit, nos recherches, nous n'avons pas vocation à voir s'ils aboutissent à des outils concrets. Mais s'il y avait une commission de synthèse de ces lectures, de ces articles, de ces résultats, peut-être qu'ils peuvent dire, ah ben tiens, peut-être que cette publication, voici l'outil concret auquel donc, si je comprends, il n'y a pas de trait d'union entre les chercheurs et les décideurs. Non, il n'y a pas. En tout cas, il n'y a pas ce trait d'union-là qui vous relie. D'accord. D'accord. Une dernière question par rapport à cette question, à cette situation-là, c'est surtout par rapport à vous en tant que chercheur aujourd'hui. Vous êtes scientifique. Il y a quand même un désert, si j'ose l'appeler ainsi, en tout cas pour les scientifiques africains qui sont un peu absents de la scène. En Afrique, on connaît plus les littéraires que les scientifiques. Depuis l'histoire à nos jours, quand même, on connaît plus les littéraires africains qui sont de grands écrivains, grands poètes et tout, mais quand même, pour la science, c'est un peu vide. Et la révolution, ce n'est pas pour aujourd'hui, j'espère. Oui, mais je pense que c'est ce que je dis, c'est un peu ce dialogue qu'il doit y avoir entre un peu les décideurs et la communauté scientifique. Parce que comme j'ai dit, les recherches académiques ne s'intéressent pas à l'outil concret auquel peut aboutir telle ou telle publication. Ce n'est pas tellement ça de son ressort. Et donc, il faut qu'il y ait auprès des décideurs des gens qui peuvent pouvoir exploiter ça et qu'il y ait cette commission-là qui sera chargée de lire, de créer une plateforme où tout chercheur qui découvre quelque chose, une publication, puisse la poser là, qu'il y ait une commission de synthèse, cette commission de synthèse lise, etc. Le projet de découverte d'un vaccin contre le Covid-19 est en gestation. Vous êtes optimiste que ces résultats-là aboutiront à quelque chose? Ah oui, je pense. On est optimiste. En tout cas, d'après ce que disent un peu les sociétés savantes, les grandes structures scientifiques, c'est estimé vers le mois de peut-être de janvier-février qu'on devrait avoir un vaccin de disponible, mais point de vue laboratoire. Et il va rester maintenant tout le dispositif industriel derrière pour la production de façon industrielle, de façon abondante. Mais je pense que d'un point de vue recherche, jusque-là, les gens projettent que vers peut-être mois de janvier-février, le vaccin, point de vue recherche laboratoire, devait être disponible. Mais après, il y a tout maintenant les firmes industrielles qui vont être là pour la production. Et ça aussi, c'est une autre affaire. Ça aussi, c'est une autre affaire. Mais je dois seulement dire qu'à l'étape actuelle, bonne nouvelle, on voit que ça recule. Ça recule, bon, mais seulement la consigne, c'est que le taux d'immunité collective, il n'est pas du tout atteint. Même pour le cas du Sénégal, ça veut dire qu'il faut encore de la prudence, et dans aussi plein d'autres pays, la prudence est encore de rigueur. Et que nul n'est à l'abri, en tout cas, même si cette première vague est en train semble être terminée un peu partout, nul n'est à l'abri d'une nouvelle vague, puisque le taux d'immunité collective, si on voit, il n'est presque présent nulle part. Ça veut dire seulement que les mesures barrières actuellement peut-être ont été bien emmagasinées et assimilées par les populations qui ont fait que ça a freiné la circulation, la progression. Les résultats sont quand même probants pour le Sénégal, en tout cas jusqu'ici. Alors on va parler un peu de ces inondations-là. Vous êtes un leader d'opinion, vous êtes un politique, vous êtes chef de parti. Vous vivez à Keur Massar, je le rappelle, vous habitez à Keur Massar, une des zones les plus touchées quand même par les inondations. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout cela? C'est une situation de déjà-vu. Voilà, d'accord. Juste donc dire qu'en tout cas, ce qu'on recommande, c'est pour clore cette question, c'est vraiment de respecter encore structurellement les mesures barrières jusqu'à peut-être l'obtention d'une. Il n'est pas du tout vraiment conseillé d'un relâchement. Parce que comme j'ai dit, nous ne sommes pas dans une immunité collective pour clore ça. Et donc, on exhorte préférant que les mesures barrières puissent continuer à être respectées. Mais pour venir maintenant sur la question que vous avez des inondations, là vraiment je commence parce que moi je le vis directement. Parce que j'habite à Keur Massar, j'habite à l'unité 5 de Keur Massar, donc je suis dans l'inondation. C'est quelque chose que je vis moi-même.
Je commence donc par exprimer toute ma compassion à toutes ces populations du Sénégal qui sont sinistrées, et en particulier à mes voisins de Keur Massar, des unités 12, 13 et 14, de ceux qui sont à la Dipate et Camille Basse, que j'ai moi-même visités. Et de Keur Madiabel aussi, mon village natal, dont j'ai eu des retours qu'aussi il y a eu beaucoup de sinistrés là-bas, des bâtiments qui sont tombés. En tant qu'homme politique aujourd'hui, quel est l'engagement d'un chef de parti de l'opposition à côté de l'État, au-delà de la récupération politique que vous en faites? C'est vrai, les gens parlent de récupération politique, mais en réalité, il n'y a pas de récupération politique. Il s'agit juste que la chaîne de solidarité humaine sénégalaise doit fonctionner. Parce que moi, si je prends mon cas, comme je vis à Keur Massar, j'ai instruit hier, j'ai demandé hier à la cellule des jeunes du parti Crédit d'aller apporter tout le soutien à nos voisins, aux populations de Keur Massar. Et le parti a donné de ses maigres moyens pour soutenir, appuyer en carburant, un peu de moyens logistiques pour le pompage des eaux. Et les jeunes sont là-bas avec eux. Hier, vers 22h, il est revenu me faire le point de la situation pour me dire que ça avance. Mais bon, la situation reste encore toujours compliquée. Donc, nous sommes là avec les populations. Donc, je pense que c'est de cet engagement-là et on ne peut pas... Vous pouvez aider l'État qu'on peut aider en tant qu'humain, en tant que Sénégalais. Oui. Et maintenant, comme on est dans la politique, on va penser que c'est de la récupération politique, mais je pense que ça n'est pas du tout cela. Et ce qu'il y a, c'est que la gestion de ces inondations, c'est du ressort de l'État. Moi, je pense que c'est entièrement de la responsabilité de l'État de faire en sorte que les populations vivent dans des conditions. Et vous savez, cette question est tellement importante que si vous regardez les objectifs de développement durable, il est inscrit au point 6 que les populations du monde doivent disposer suffisamment d'eau propre et d'assainissement. Donc c'est important. C'est important. Moi je pense qu'à l'échelle internationale... C'est important, professeur, d'en parler, mais également c'est important également de parler, pour la dernière question, en tout cas le temps nous presse un peu, de votre parti qui est le Crédit, quand même un cadre de réflexion pour un développement intégral. Parce que aussi nous sommes dans un contexte de troisième mandat qui mine un peu partout les pays africains. Votre offre politique, mais également la question du troisième mandat en Afrique. Oui, l'offre politique du Crédit, je pense, c'est de l'offre tout à fait globale dont il sera difficile de parler en quelques minutes. Nous avons tout un projet de société parce que nous avons participé à la fois aux élections législatives, aux élections présidentielles. Je pense que je ne pourrais pas y revenir. Mais juste un mot, peut-être, si je dois peut-être dire un mot, si vous me disiez, est-ce que vous avez à nous dire un mot de votre poste? Je pense qu'un des problèmes essentiels que nous avons dans ce pays, c'est un peu le fonctionnement des institutions. Moi, je pense qu'il faudrait que l'on sorte de cette monarchie, de ce que je peux appeler cette monarchie républicaine. Parce que je pense qu'un des plus gros détranglements au développement de ce pays continue, je pense qu'un de ses plus gros problèmes, c'est le fait que l'exécutif, franchement, étouffe toutes les autres institutions. Je pense qu'il faudrait, le Crédit va commencer par améliorer le fonctionnement des institutions. Le chef de l'État a trop de pouvoir. Mais oui, absolument, absolument. L'exécutif est partout et empêche aux autres institutions de fonctionner correctement. Je pense que ça, c'est des problèmes structurels, c'est des problèmes fondamentaux qu'il faudrait voir pour que chaque institution puisse jouer son rôle et que ça arrête d'être cette monarchie républicaine où tout dépend de l'exécutif, où le président de la République a tous les pouvoirs. Et une fois que toutes les institutions retrouvent cette façon de fonctionner de façon démocratique, de façon vraiment indépendante, et les corps de contrôle aussi faire en sorte qu'il y ait une bonne gouvernance publique. Parce que vous voyez tous les corps de contrôle de l'État, l'IGE, la Cour des comptes, on en a énormément. Mais pourtant, on entend à chaque fois, vous entendez des problèmes, des choses comme ça. Oui. Voilà. Et donc là, je pense qu'il faut changer parce que tous ces corps de contrôle sont aussi sous la tutelle de l'exécutif. Et pourquoi ils ne peuvent pas directement communiquer le rapport au niveau des différentes institutions et que ça ne passe pas obligatoirement par un président de la République et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Hamidou Dat. C'est quand même un plaisir de vous recevoir aujourd'hui.
Merci également aux amis téléspectateurs de cette Afrique qui nous suivaient. C'était là donc l'essentiel de votre numéro du jour dans la Cour des Grands. Nous avions le plaisir de recevoir le professeur Hamidou Dat. Il est donc le président du parti Crédit, mais également il est le directeur de l'école doctorale mathématique de l'UCAD, mais également il est professeur donc tout simplement à l'UCAD, à l'Université Anta Diop de Dakar. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci, merci M. Sow. Tout le plaisir est pour moi donc, de vous retrouver là. Et je vous dis à bientôt. Merci. Voilà. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission La Cour des Grands.